nous allons commencer avec M. Daniel Barry. Merci, Mme Legault. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Non? Plus proche. Maintenant, c'est mieux? Ah oui. J'ai retenu des 4 thèmes qu'on nous proposait, principalement les 2 premiers, c'est-à-dire l'histoire de la laïcité et les limites de la loi 21. Dans la présentation, on fait partir de la laïcité à partir du rapport Parent, mais on peut remonter beaucoup plus loin dans l'histoire. En fait, Déclaration d'indépendance des Patriotes 1838, je vous lis 2 articles. Nous déclarons que le Bas-Canada doit prendre la forme d'un gouvernement républicain et se déclare de fait république. Le suivant qui est intéressant. Toute union entre l'Église et l'État est par la présente déclarée à être dissoute et toute personne aura le droit d'exercer librement telle religion ou croyance qui lui sera dictée par sa conscience. Alors, on a là la première déclaration de séparation des religions et de l'État au Québec, 1838. Ces idéaux républicains ont été repris par la suite par l'Institut canadien, avec les Papineau, Dessau, d'autres, Arthur Buis et évidemment Joseph Guibord. Il y a une éclipse peut-être d'une centaine d'années. On revient, il faut attendre la Révolution tranquille pour que la question de laïcité ressurgisse dans l'actualité. 1961, création de la Commission Parent et la même année, fondée par des intellectuels, le mouvement laïque de langue française, avec Marcel Rioux, Dr Jacques Mackay, Gérard Pelletier, Jacques Godbout, Pierre de Bellefeuille. Le mouvement laïque de langue française réclame tout simplement une école laïque indépendante des réseaux confessionnels qui existaient à l'époque. Donc, sans nécessairement demander l'abolition des commissions scolaires confessionnelles. Il voulait des écoles laïques séparées des autres. C'était en 61. En 64, le 2e tome du rapport Parent propose la création des cégeps. Du point de vue de la laïcité, c'est peut-être l'élément le plus intéressant du rapport Parent, parce qu'on a là l'établissement d'institutions clairement laïques, en dehors d'enseignement supérieur, laïques, en dehors des réseaux confessionnels qui étaient toujours en place, et même à l'époque, l'Université de Montréal est encore avec une charte catholique. Donc, 1961, rapport Parent propose des cégeps clairement en dehors des réseaux confessionnels. 66, des intellectuels, ou clairement carrément de gauche, même de gauche marxiste, créent la revue Parti pris. Dans le premier numéro, on lit « Nous luttons pour un État libre », ici l'État libre, évidemment, c'est le Québec, « Nous luttons pour un État libre, laïque et socialiste ». Et la même année, est-ce que c'est sous un effet de parti pris, mais le mouvement laïque de la langue française change sa position et réclame à ce moment-là la laïcité complète de l'État, le socialisme et la souveraineté du Québec. Le MLF se saborde malheureusement à la fin des années 60, considérant qu'avec la création du ministère de l'Éducation, que son objectif était atteint. Ce ne sera pas du tout le cas pour ce qui est de la laïcité. Dans les années 70, en fait en 1976, des parents d'élèves créent l'Association québécoise pour l'application du droit à l'exemption de l'enseignement religieux, la CADER. La CADER, en fait, veut promouvoir, faire connaître et défendre le droit à l'exemption de l'enseignement religieux, parce que les écoles étant confessionnelles, avec l'enseignement religieux confessionnel, les parents avaient le choix. En fait, il y avait le droit de demander une exemption de cet enseignement-là. La CADER a mené plusieurs luttes devant les tribunaux parce que ce principe, ce droit reconnu par la loi n'était pratiquement jamais accordé parce que c'était inapplicable. Inappliqué parce qu'inapplicable. Et la Commission des droits de la personne également était du côté des revendications de la CADER et a eu moult interventions dans ses mémoires pour demander au gouvernement de rendre les lois scolaires conformes à l'exigence de liberté de conscience qui était déjà dans la Charte des droits et libertés. À l'époque, la Commission des droits de la personne était de notre côté. La CADER, en fait, devant l'impasse de l'exemption, en 1981, dit que c'est pas ça qu'il nous faut une école laïque. Et c'est là que la CADER devient Mouvement laïque québécois. 84, c'est le Parti québécois qui est au pouvoir.
et propose un projet de déconfessionnalisation des commissions scolaires, donc pour les rendre conformes aux droits fondamentaux. C'est jugé inconstitutionnel par la Cour supérieure du Québec, mais ça ne va pas plus loin parce que, en fait, ce qui bloque, c'est l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, donc Constitution canadienne de 1867. À partir de là, principale revendication des organisations qui veulent la laïcité scolaire, c'est de réclamer un amendement à l'article 93. 86, Parti libéral au pouvoir avec Claude Ryan comme ministre de l'Éducation. Claude Ryan ne veut absolument pas toucher à ces questions de garantie constitutionnelle des commissions scolaires confessionnelles. Il propose une réforme scolaire qui aurait créé un troisième réseau scolaire non confessionnel sur le même territoire que les deux commissions scolaires confessionnelles existantes. Donc, sur le même territoire, on aurait eu une commission scolaire anglophone, catholique, protestante et il disait neutre. On ne disait même pas laïque, il disait neutre. C'était son projet de loi 107 qui, heureusement, n'a jamais été adopté. En plus de cette réforme-là qui n'avait pas de sens, Claude Ryan va blinder dans toutes les lois de l'éducation, donc la loi sur l'enseignement privé, la loi sur l'enseignement public, la loi du Conseil supérieur de l'éducation. Toutes les dispositions confessionnelles sont blindées par la clause dérogatoire. Et ça va durer pendant 15 ans. Donc, ceux qui s'offusquent là, de la clause dérogatoire dans la loi 21 pour protéger la liberté de conscience des élèves, à ce moment-là, on avait une clause dérogatoire pour protéger des privilèges confessionnels qui étaient discriminatoires face à la clientèle scolaire. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même registre. Arrive 87 avec les accords, les négociations constitutionnelles du lac Meech. On connaît l'issue de ça. Et devant l'échec des négociations du lac Meech, au mouvement laïque, on s'est aperçu qu'il ce serait impossible d'amender la Constitution canadienne sur la question de l'article 93. Donc, il n'y avait aucun espoir de ce côté-là. Et si on voulait un système scolaire laïque, la seule option, c'était l'indépendance du Québec. Le mouvement laïque, à ce moment-là, prend clairement une option souverainiste. Et notre position était quand même minimaliste. On voulait l'instauration, l'ajout dans la Charte des droits et libertés du principe de laïcité de l'État et d'ajuster les lois précédentes en fonction du principe de laïcité. L'histoire nous joue parfois des tours. Alors, 10 ans plus tard, en 97, le Parti québécois est revenu au pouvoir. Pauline Marois, ministre de l'Éducation, propose un projet de loi pour amender l'article 93 afin de soustraire le Québec de l'application de cet article-là pour établir des commissions scolaires linguistiques. Et la demande passe comme une lettre à la poste, pratiquement aucune opposition. Le vis-à-vis était Stéphane Dion, le ministre de la Clarté référendaire. Et donc, les commissions scolaires deviennent linguistiques en 1997, mais l'enseignement religieux confessionnel reste dans ces écoles-là. Pauline Marois crée le groupe de travail, sur la place de la religion à l'école, présidé par Jean-Pierre Proulx. On va appeler, avec son rapport, le rapport Proulx. Il propose notamment il parle de laïcité, mais de laïcité ouverte dans son rapport. Et il propose de remplacer l'enseignement confessionnel par un cours supposément basé sur l'approche culturelle du religieux. Ça va nous donner le cours ECR qui sera implanté par le gouvernement subséquent, par la ministre libérale Michèle Courchaine. ECR, c'est-à-dire le cours éthique et culture religieuse. Ce cours-là insatisfait autant les catholiques que les laïcs, et des parents catholiques vont porter la cause de ce cours-là jusqu'en Cour suprême du Canada parce qu'ils demandaient l'exemption de ce cours. Nous, même si ça n'était pas notre affaire, on ne voulait pas continuer avec l'exemption, là. Mais des parents catholiques, on pourrait qualifier d'intégristes, ne voulaient pas que leurs enfants entendent parler de d'autres religions. Nous, le problème, c'était que ce cours-là formatait les enfants à la pensée religieuse. C'était un cours de promotion du religieux. On faisait une table, là, puis servez-vous. Si vous n'avez pas de religion, venez vous en construire une. Là, ça se rend en Cour suprême, mais la Cour suprême statue que ça ne brime pas la liberté de conscience des catholiques, ni leur liberté de religion, c'est-à-dire.
C'était en 2008, et en 2008, il y a aussi la commission Bouchard-Taylor qui est mise sur pied par le premier ministre Jean Charest pour apaiser la crise des accommodements raisonnables, qu'on aurait dû appeler accommodements religieux. Et il propose donc d'interdire, j'ai dit Bouchard-Taylor, mais il faudrait parler plutôt du rapport Bouchard parce que Charles Taylor a renié sa signature par la suite. Il propose d'interdire les signes religieux aux agents en autorité, donc juges, policiers, gardiens de prison. C'est un rapport rempli de contradictions, on pourrait en parler pendant des heures, et qui, à mes yeux, réduit la laïcité à un principe de répression policière. Rapport Proulx et rapport Bouchard ont propulsé à l'avant-scène cette question de laïcité ouverte. On n'avait pas ça dans le décor avant, là. La laïcité ouverte, elle est ouverte à quoi? Elle est ouverte à l'introduction dans les affaires de l'État de manifestations religieuses, alors que le but de la laïcité, c'est d'ériger un mur de séparation entre l'État et les religions. Autrement dit, c'est un non-sens, c'est un oxymore. Ça signifie tellement rien que tous ceux qui étaient contre la déconfessionnalisation du système scolaire auparavant, on les retrouve du côté de la laïcité ouverte, promue entre autres par Québec inclusif. Les Charles Taylor, les Georges Leroux, Daniel Winstock, Solange Lefebvre. Tout ce monde-là était contre la déconfessionnalisation. Et là, tout à coup, ils sont pour la laïcité, à condition que ça ne change rien. J'en saute un bout. Le Parti québécois revient au pouvoir en 2012. Pauline Marois présente à l'automne 2013 la fameuse charte de la laïcité qui va devenir la mal nommée la charte des valeurs québécoises. Donc, pour la première fois, on affirme clairement le caractère laïque de l'État, interdit les signes religieux à tous les fonctionnaires, pas seulement ceux en autorité. Malheureusement, dans le projet de loi, on n'inclut pas les enseignants. Ça ne sera pas adopté à cause de déclenchement d'élections précipitées qui donnent la victoire au Parti libéral. Le Parti libéral, Philippe Couillard, ne reprend pas ce projet de loi, mais adopte ce qu'on appelle maintenant la loi sur la neutralité religieuse, dont le titre, écoutez bien, c'est loi favorisant le respect de la neutralité religieuse, comme si on avait peur de dire des choses. Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes. Mais au moins, ça pose pour la première fois là, que l'État est supposé être religieusement neutre et ses employés doivent l'être. Mais la neutralité dont il est question ici, c'est la neutralité de prestation de service, c'est-à-dire que le fonctionnaire ne peut traiter différemment les usagers des services publics en fonction de leur religion. Il y avait une clause de visage découvert, ça a été invalidé, ça est repris dans la loi 21. Alors, il faut attendre justement la loi, la CAQ là, de François Legault qui succède à Couillard et qui nous propose la loi 21. Auparavant, le mouvement Libre québécois a obtenu un très important jugement de la Cour suprême du Canada sur la question des prières municipales avec le code de prière à Saguenay. Pour la première, c'est le jugement le plus complet, le plus clair, qui définit de façon la plus complète et précise ce que doit être la neutralité religieuse de l'État. On n'emploie pas le mot laïcité parce que ça n'existe pas dans la jurisprudence canadienne. Mais la neutralité qui est définie, c'est quand même assez bien. Et jamais la Cour suprême, aucune cour n'était allée aussi loin dans les jugements précédents. On dit que la neutralité religieuse de l'État doit être, je cite, de droit et d'apparence. De droit et d'apparence, pas seulement dans les écrits. Donc, il faut que l'apparence de neutralité soit visible. Il dit également que, je cite, le respect de l'obligation de neutralité n'implique pas d'exercice de conciliation des droits. Ça veut dire que la question de laïcité, de neutralité de l'État n'a pas besoin d'être conciliée avec l'article 1 de la Charte. Ce que se tente de faire actuellement le gouvernement Legault avec sa loi, avec la clause dérogatoire. On pense que n'était pas nécessaire étant donné ce jugement très clair, mais ça va à débattre. C'est ce jugement de la Cour suprême qui va servir de base à la loi 21 qui reprend mot à mot, que je viens de vous citer, où on dit que les principes de la laïcité, là on parle de laïcité, pas seulement de neutralité, les principes de la laïcité doivent être respectés en fait et en apparence, ce qui va permettre donc l'interdiction des signes religieux à certains fonctionnaires.
Et là, on parle des agents en autorité, comme dans le rapport Bouchard-Taylor, mais on ajoute heureusement les enseignants, donc les représentants de l'État en autorité coercitive ou en autorité éducative. On définit la laïcité selon les 4 composantes traditionnelles, ça n'avait jamais été fait jusque-là. Séparation de l'État et des religions, neutralité religieuse de l'État, égalité de tous les citoyens et citoyennes, liberté de conscience, liberté de religion. La loi crée même du droit nouveau en donnant le droit aux citoyens à des institutions, à des services publics laïques. Ça n'existait pas, là. Donc, si vous allez dans un service et qu'il n'y a pas d'affiche, avec la neutralité apparente n'est pas respectée, vous avez droit à un service laïque. Elle interdit le port de signes religieux aux représentants, comme je l'ai dit, ou à l'autorité coercitive, les enseignants. Et que les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert. Donc, quelqu'un qui se présente avec une burqa pourrait être refusé au service. La loi est aussi assortie d'une motion pour le retrait du crucifix de l'Assemblée nationale. C'était essentiel. Bon, tout le débat avait été fait sur le Parti québécois auparavant, mais la loi, le projet de loi 60, la charte de la laïcité, ne touchait pas au crucifix. Il fallait faire ça, sinon toute laïcité aurait été justement traitée de catho-laïcité. On ne peut pas demander aux gens n'affichez pas vos signes religieux alors que les représentants de l'État, dont le président de l'Assemblée nationale, siège sous un crucifix. C'était vraiment un non-sens. La loi inscrit également dans la charte des principes de la laïcité. La charte des droits et libertés inclut maintenant le principe de laïcité. Donc, c'est quand même des gains très importants. Par souci de cohérence, C'est bon. Le gouvernement Legault a par la suite aboli, on a encore quelques mois, là, mais annoncé le retrait du cours éthique et culture religieuse, parce que, comme je vous disais, c'est un cours qui fait de la promotion de la religion. Ça n'avait pas sa place dans une école laïque, même si supposément que c'était sous une approche culturelle. J'ai un livre là-dessus, La face cachée du cours ECR, où on allait voir qu'est-ce qu'il y avait dans les manuels. C'est de la promotion religieuse mur à mur, de toutes les religions. Alors, ce cours est actuellement en voie d'être remplacé. Ça sera dans toutes les écoles à partir de septembre prochain par un cours de citoyenneté et de culture québécoise. Ce sont là quand même des grandes avancées et même des pas historiques en faveur de l'affirmation de la laïcité de l'État au Québec. Cette loi, évidemment, elle est contestée, comme vous savez, elle a été contestée en cour supérieure par une douzaine d'associations, dont plusieurs pan-canadiennes, qui ont porté après ça la cause en cour d'appel. La cour d'appel, récemment, peut-être il y a un mois, a rendu son jugement qui reconnaît la légalité, là, je dis bien la légalité, parce que on peut porter sur le fond, la légalité de la loi 21. Tous les arguments des opposants ont été renversés à la plateforme, et parfois même de façon assez directe, et c'est ce qu'ils méritaient. Mais comme je vous disais, la victoire est fondée uniquement sur la présence de la clause dérogatoire dans cette loi-là. Le débat sur le fond n'a pas été fait encore. Que cette loi-là serait valide s'il n'y avait pas la clause dérogatoire. Nous, au mouvement laïque, on pense que oui. En fait, notre avocat, Luc Allary, lui qui a gagné la cause de Saguenay, considère que serait défendable sans la clause dérogatoire. Le débat va se faire en Cour suprême parce que là, on a déjà 3 associations qui ont décidé de porter la cause du jugement de la Cour d'appel en Cour suprême. On a la Commission scolaire English Montréal, la World Sikh Organization of Canada et la Fédération autonome de l'enseignement. Ils ont annoncé ça vendredi. Il était un temps où les syndicats d'enseignants étaient pour la laïcité. Alors, ces 3 associations, il va peut-être s'en présenter d'autres parce qu'il y a encore jusqu'au 1er mai là, pour annoncer qu'il conteste en Cour suprême. Le gouvernement Trudeau aussi a annoncé, en fait, fait voir des intentions assez manifestes d'intervenir. Si la cause était portée en Cour suprême, comme c'est le cas, il va intervenir. Et pour s'opposer à la loi 21. Dans ce cas-là,
au mouvement Ligue québécois, ben là, on aura l'occasion de remettre à jour si on souverainisme. Parce que dans la Fédération canadienne pour un État laïque. Et même si on continuera de défendre la loi 21, ça demeure une loi incomplète. Les signes religieux, l'interdit des signes religieux, ça s'applique qu'aux enseignants des écoles primaires et secondaires publiques. C'est un gain par rapport au projet de loi 60, mais ça devrait aussi s'adresser aux spécialistes des écoles. Les orthopédagogues, par exemple, ne sont pas concernés. Ça devrait s'appliquer aux éducatrices des CPE, éducateurs ou éducatrices, les enseignants de cégep, les écoles privées subventionnées, à tous les fonctionnaires, en fait, comme c'était le cas dans le projet de charte du Parti québécois. Nous demandions au mouvement laïque que les lois antérieures soient ajustées au principe de laïcité, qui est dorénavant une loi fondatrice. Mais elle comporte un article qui dit à peu près le contraire. L'article 11 dit les dispositions des articles 1 à 3, ce sont les articles d'application de la laïcité, les principes. Alors, les dispositions des articles 1 à 3 ne prévalent pas sur celles de toute loi antérieure qui leur sont contraires. Il faudrait défaire ça et demander l'inverse. Ça laisse en plan l'épineuse question des exemptions fiscales pour les organisations religieuses. C'est non seulement une loi incomplète, mais le gouvernement ne la défend pas. Enfin, il la défend juridiquement, sa clause dérogatoire, mais il ne défend pas sa légitimité ou sa raison d'être. En cour supérieure et en cour d'appel, ils n'ont fait valoir que la légalité avec la clause dérogatoire. Si c'est une approche qui peut se justifier sur le plan juridique, il n'y a rien qui empêchait le gouvernement, dans des interventions publiques, de faire valoir le bien fondé de cette loi-là. Aucune intervention publique pour contrer ou combattre la désinformation qui associe la laïcité à la xénophobie ou au racisme, ou pour expliquer la différence entre un État et la société. Combien de fois n'entendons-nous pas dire que parce qu'il y a du religieux visible sur la rue, que le Québec est laïque. Oui, mais la rue, là, c'est pas l'État. Ces choses-là ne sont pas corrigées par le gouvernement. Lorsque le jugement de la Cour d'appel est sorti, François Legault a dit une phrase sur la laïcité. Bon, il était content que ça garantisse les pouvoirs du Québec, mais il dit « La laïcité est un principe qui nous unit comme nation au Québec. » Et c'est un peu court. C'est un peu court. Alors, on souhaiterait plus. Il fallait attendre la visite récente du premier ministre français, Gabriel Attal, qui, lui, dans une phrase à l'Assemblée nationale, a dit plus que François Legault en 5 ans. Et face aux intentions encore renouvelées récemment du gouvernement fédéral de Trudeau d'intervenir à la Cour suprême, Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, déclare que le fédéral se mêle de ses affaires, c'est un dossier québécois. Oui, c'est très bien, là, mais encore. On risque ici là, de faire de la laïcité une simple clause de société distincte et même de l'instrumentaliser dans les organes fédérales provinciales. Ils n'ont rien dit sur la laïcité en disant ça. Je suis heureux de voir qu'au mouvement Québec indépendant, de lire dans la présentation de l'annonce du débat d'aujourd'hui que la laïcité de l'État est une composante indispensable de la République du Québec. On n'avait pas entendu le mot depuis la déclaration de 1838. La République, le mot en R là, que plusieurs craignent de prononcer. Je crois que M. Binette va parler de République, là, mais en fait, oui, ça semble être un mot tabou, un mot qu'on a oublié. En mars dernier, le mouvement Ligue québécois décerne son prix Condorcet des Saules, donc deux figures là, du républicanisme, une française, l'autre québécoise, aux députés Joël Arsenault, Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Plamondon pour leur geste qui a conduit à l'abolition du serment au roi. Nonobstant notre ami Jean-Pierre là, et son petit roi, on lui pardonne. On lui pardonne à Jean-Pierre. Il était sûrement anarchiste. J'ai centré mon allocution à ce moment-là sur... Bon, en fait, pour dire que c'était un geste d'affirmation de la souveraineté du peuple, qui est le premier élément
du républicanisme. La souveraineté du peuple n'a pas la souveraineté d'un souverain, en plus qui vit à l'étranger, et en plus qui est chef de l'Église anglicane. Donc ça n'a pas de sens dans un État qui veut être laïque. J'ai centré donc sur une petite allocution de 5 pages, 5 fois République, républicain puis républicanisme. Ça n'a reçu aucun écho chez nos 3 lauréats. Oui, ils se sont dit d'accord et favorables à la laïcité. C'est d'ailleurs le dossier de Pascal Bérubé. Paul Saint-Pierre Plamondon nous a expliqué qu'est-ce qui l'avait amené dans une entrevue médiatique à dire qu'il n'allait pas prononcer le serment. Puis là, il un peu lui-même, puis il a tenu son bout jusqu'au bout. Mais on n'a rien entendu ni sur la monarchie, ni sur, encore moins sur le républicanisme. J'ai eu même l'impression que ai-je tenu un discours là, qui s'adressait à une autre clientèle ou ce que j'étais dans le champ avec ça, mais non. Je pense qu'il faut rétablir le mot en R. Et, parce qu'on pourrait très bien s'opposer au serment au roi tout en étant fédéraliste. D'ailleurs, le député de l'Acadie qui a essayé de faire la même démarche à Ottawa, il est fédéraliste. On pourrait même le faire tout en étant royaliste, tout en étant monarchiste. Vous pouvez obligé de prêter serment au roi comme ça pour être député. Alors, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, notre loi sur la laïcité qui est quand même un gain historique fort appréciable, mais qui va devoir subir le test de la Cour suprême, avec le gouvernement fédéral sur le dos, avec le Canada anglais, comme on a dit dans l'introduction, qui ne comprennent pas ce qu'est la laïcité. Et donc, on va espérer qu'à l'heure où un nouveau référendum commence à poindre l'horizon, que ça portera sur un Québec libre, laïque et républicain. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Daniel Barry.